Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux Confidences d'écrivains. Je m'appelle Claudia La Rochelle. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous et un immense plaisir d'être accompagnée de mon ami Alain Farah, écrivain, prof, communicateur, hors pair. Je sais qu'il y a des étudiantes, des étudiants qui sont ici parce que j'ai croisé un prof qui m'a dit... C'est vrai? Est-ce que tu pourrais poser telle question? Alors, je vais répondre. Ils sont où les étudiantes? Là, on les a étudiants? un prof, puis Cool. c'est tout ça. Fait que là, Cool. on a le groupe de M. Turbide, hein, c'est ça, c'est le groupe de M. Ah, vous avez réussi où, M. Turbide? Yes! Il est là, M. Génial. Turbide. Alors, il s'est goroché sur moi quand je suis arrivée. Et puis, j'ai dit, ben oui, M. Turbide, je vais répondre à votre commande. Alors, il va y avoir une question pour les étudiantes et les étudiants ici présents. Très contente que vous soyez là. On est à cette 44e édition du Salon du Livre de Montréal. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vus. Je me suis ennuyée, puis je pense que les gens se sont ennuyés. Puis c'est vraiment la première fois comme ça, en présentiel, au Palais des Congrès. C'est magnifique, on respire. Ouais. Comment te sens-tu, Alain? Bien, un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est tellement une grande joie d'être dans un espace comme ça. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé la journée en partageant à quelques proches une pensée qui était la première fois où je me suis rendu au Salon du Livre. En 1996. Donc, pour les étudiants, ça va sembler l'ancien temps, là. En 1996. Et puis, j'étais rentré donc à la place Bonaventure parce que ça a dû être là-bas pendant des décennies. Hein, Oui. et puis, j'étais tombé dans la saga des Malocènes de Daniel Pénac. Ah oui! Et Daniel Pénac se faisait signer des exemplaires. Et puis, j'étais là, un petit garçon de 16-17 ans qui est allé voir l'écrivain, puis qui a signé. Puis, je pensais à ça ce matin. Et puis là, honnêtement, moi, ça m'a beaucoup manqué parce que, oui, il y a eu la pandémie, mais en fait, moi, je n'ai pas publié depuis 2013 mon dernier roman. Donc, ça fait 8 ans. Donc là, il y a vraiment un sentiment de revenir à la maison, mais une maison plus spacieuse, plus aérée. Donc, je suis très content. On commence aujourd'hui, on va être là jusqu'à dimanche. Mon kiosque n'est pas très loin, tout ça, donc je suis juste très joyeux. Bien, moi, je suis contente de commencer ma 44e édition de Salon du Livre avec toi, mon ami. C'est vraiment un plaisir. On commence en famille, disons ça comme ça. Alors, Alain, je te présente. Tu es né à Montréal en 1979, de parents libanais d'Égypte. Tu es écrivain, professeur de littérature à l'Université McGill et chroniqueur à Plus on est de fou, plus on lit, où tu as livré plus d'une centaine de chroniques depuis 2011. Au Cartanier, tu as publié Quelque chose se détache du port. Ça, c'était en 2004. Matamor numéro 29 en 2008. Pourquoi Bologne en 2013, que j'avais adoré. Et enfin, celui-ci, 1000 secrets, 1000 dangers, qui vient de sortir. Mais tu avais aussi écrit en collaboration avec Mélanie Baillarger un livre Un roman illustré, hein, ouais, c'est ça, ouais. c'est paru à la Pastèque en 2016. Ouais. Tu as aussi signé l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, quand même. Ça, on a comme oublié ça, mais c'est marquant. Toi, tu n'as sûrement pas oublié ça. Ça a dû être... c'était le fun. Ouais. Oui, hein, une belle Ouais. expérience parce que c'était produit par le théâtre... moi, je suis vieille aussi. J'allais dire le Petit à Petit, mais c'est le Pape maintenant, Ouais. dans une mise en scène de Patrice Dubois. Et ça avait été créé donc le 28 février 2017, puis il y a eu près de 80 représentations. Ouais, on l'a joué de ça. beaucoup, ouais. Ouais. Tu n'as pas retouché à ça après, hein? Ça n'a pas donné ou c'est pas comme écrire un roman, il n'y a pas la même liberté, c'est pas les mêmes balises à respecter, une adaptation théâtrale? Mais j'ai pas de... Comment je dirais? Je dis souvent, j'ai rien dans mes tiroirs, moi. C'est-à-dire que je fais les choses, que je les finis, puis là, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, puis est-ce que le téléphone sonne, est-ce que le téléphone sonne pas, tout ça. Donc ça, c'était une commande. Et le roman graphique à la Pastèque, qui est une super belle maison d'édition, si vous ne la connaissez pas, qui publie tous les livres de Michel Rabagliati, notamment les Pauls. Donc, cette année-là, le téléphone avait sonné. La Pastèque, ça tenterait-tu de faire un roman graphique? Et donc, Patrice Dubois, le metteur en scène, qui avait dit j'ai envie de faire passer ce classique-là au théâtre. Est-ce que ça te tente de m'aider? Et puis après, mais ça se
j'ai rien fait d'autre aussi parce que là, je suis rentré dans la phase finale, si on veut, d'écriture de 1000 secrets à partir de la fin 2017, début 2018. Puis j'en sors à peine, là. Oui, puis tu n'en sortiras pas tout de suite, ça, c'est certain, parce que ce roman-là est en nomination pour le prix des libraires, il est en nomination pour le prix des collégiens. Il ne faut pas être super voyante pour savoir tout ça. Moi, j'avais déjà... Je suis une des premières à l'avoir lu. Quand même, hein? Oui. Et parce que je l'ai lu en partie détachée, parce qu'Alain ne fait jamais les choses comme les autres, donc il était pressé de nous le faire lire, donc il est arrivé en pièce détachée, puis j'ai lu la première partie, et tout de suite, je savais qu'on avait affaire à un livre qui allait se démarquer dans cette production-ci littéraire, donc dans cette saison-ci, et dans plusieurs à venir aussi, parce que il y a quelque chose de très, très particulier dans la forme, dans le ton que tu empruntes, dans le rythme, dans les confidences. On dirait que ton autofiction est plus frontale que jamais aussi. Hein. C'est comme le roman. Puis là, tu vas peut-être me dire que j'ai tort, mais tu sauras me le dire. Mais j'ai l'impression que c'est le roman du gars qui est arrivé dans la quarantaine aussi. Mais je ne sais pas à qui j'en parlais il y a 5 minutes. Je ne sais pas si Marie-Ève est là, mais j'avais justement une lectrice à qui j'en parlais il y a 5 minutes de ça, en séance de dédicace, de la question d'arriver dans la quarantaine. Tout ça, c'est bizarre parce que là, il y a des gens qui viennent à ma rencontre et qui disent, dans le fond, ce livre-là, je vous découvre, dans le fond, avec ce livre-là, puis j'irai peut-être voir les autres après, tout ça. Mais je ne suis pas sûr que dans ce chemin-là, c'est si évident. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a une cohérence parce que je pense que ça m'a pris 17 ans et 4 livres à comprendre, en fait, comment j'allais la raconter, cette histoire-là. Parce que, dans le fond, je tourne autour du pot depuis 4 livres. Et puis, ce que j'avais envie de raconter, c'était une histoire de famille. C'était une histoire de maladie. C'était une histoire de mort aussi. Mais c'était aussi une histoire de joie. C'était aussi une histoire de culture. C'est-à-dire, j'avais envie de faire connaître la culture dans laquelle je baigne. J'avais envie de convier les gens à une fête aussi. Donc, mais dans une fête, il y a des moments où on se sent bien, il y a des moments où on se sent pas bien. Il y a beaucoup de monde, du monde qu'on aime. La fête, en l'occurrence, dans ce roman-là, est le mariage. Donc, c'est un roman qui se déroule en 24 heures. Et puis, ces 24 heures-là, donc, se déroulent le jour du mariage du protagoniste. Et donc, je pense que tous mes autres livres m'amenaient là. Et puis là, ben, c'est ça. Peut-être que ça venait aussi avec ces années-là, mais aussi avec le fait d'avoir moins peur de dire les choses frontalement, pour reprendre ton expression. Bien, on s'assume plus, non, dans la quarantaine? On a encore des doutes. Là. On n'y échappe pas quand on est des personnes qui doutent, des douteux. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de plus assumé. On sait où on s'en va, on connaît nos goûts, on sait nos objectifs, on est capable de les réaliser, on sait quels outils on a besoin pour les réaliser aussi. Mais il y a aussi le fait... Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une mort aussi. Il a fallu peut-être être confronté à des grands deuils, à des grandes pertes pour pouvoir emprunter ce chemin-là. Oui, alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'en vieillissant, ça fait moins peur de se montrer vulnérable. C'est ça. Donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tous mes autres livres, ils étaient beaucoup dans la tête. C'était des espèces de labyrinthes, des énigmes, des choses qui faisaient en sorte que j'étais comme protégé parce que si tu es au milieu d'un labyrinthe, personne ne va te trouver. Là, donc, il y avait un peu cette idée-là. Alors que là, j'avais envie d'autre chose. Puis la mort que tu évoques est celle de ma meilleure amie, donc qui survient très brutalement, tout ça. Elle m'a comme obligé à une certaine, comment je pourrais dire, une certaine exigence. J'avais, j'en ai honte aussi, mais je m'étais dit que c'était une histoire que je devais raconter. Pourquoi tu avais honte de ça? Ben parce que je trouvais que la littérature n'avait pas sa place dans un événement comme ça. Puis ce qui me rend honteux, c'est d'y avoir pensé pendant sa maladie. De me dire, elle vit quelque chose, puis elle va en payer de sa vie, mais moi, après, je vais rester puis je vais en faire un livre. C'est comme si je n'étais pas capable d'assumer ça. Puis je pense que ça a fait que pendant longtemps, je ne savais pas comment j'allais le faire, le livre. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir raconter
mon histoire, parce que c'est mon histoire, c'est mon deuil, en fait. C'est l'histoire de mon deuil, mais comment j'allais le raconter dans le respect, en fait, de sa vie à elle. Mais c'est lui faire un mausolée, au fond, en même temps. Ce qui n'est pas une honte, ce qui est au contraire. Oui, mais tu sais, on s'en serait bien passé, là. Tu sais, Oui. c'est un peu ça, tu sais, donc... puis surtout, surtout que c'est comme je te dis, d'avoir pensé à ces choses-là, tu sais, comme de son vivant, ça me rend honteux. Tu sais, parce que c'est comme si j'étais en train de me l'approprier, son histoire. Tu sais, donc là, je suis en paix avec ça parce que je trouve que j'arrivais à trouver la bonne mesure, tu sais, pour raconter cette histoire, raconter mon histoire, mais raconter aussi son histoire. Mais je pense que c'est aussi pour ça, là, au début du livre, je dis, ce livre est ma peine, dans le fond, tu sais. Mais comme aussi une peine qu'on a à purger. Tu sais, comme si j'étais emprisonné aussi dans ce livre-là pendant 8 ans, parce que les événements sont contemporains. Tu sais, je décide de l'écrire au moment où là, c'est un peu inéluctable, là, le destin là, tu sais, qui l'attend. Et puis ça me prend ça 7 ans et demi à dire comment je fais ça. Là, tu sais, puis, donc c'est un livre sur la religion, mais c'est un livre sur le rapport à la religion de quelqu'un qui a cru puis qui devient incroyant aussi. Tu sais, parce que dans le fond, moi, j'ai rien pu, tu sais, puis personne n'a rien pu pour sauver mon ami, tu sais, puis moi, la colère est là aussi, tu sais. Donc j'observe la religion comme dans ses rituels, dans son côté aussi très, très théâtral et tout ça. Puis le mystère reste entier tout à coup. Si tu crois plus, tu sais, ou si tu n'as plus de récit pour croire, ben le mystère, la spiritualité, elle reste là tout entière, mais sans capacité de, tu sais, comme dans le fond, de se déposer dans d'autres récits, tu sais. Mais la littérature, c'est quand même une forme de religion, en quelque sorte. Oui, mais c'est un rituel, absolument. ça aussi, ça a quelque chose de très salvateur aussi, un peu comme la religion. Tu sais, Es-tu croyante, toi? Tu crois-tu à la religion de la littérature? Je pense que c'est devenu ma religion. Ouais. Quand j'ai été confrontée à la mort d'une amie, moi aussi, j'ai arrêté de croire comme ça. Ouais. Ben, en tout cas, en ce que je croyais auparavant. Ouais. C'est que la foi se transforme, on la façonne avec notre vécu, je pense, puis avec nos épreuves. C'est ça, c'est que la foi elle-même est une épreuve. Ouais. Tu sais, puis les gens qui pratiquent la religion, puis qui pratiquent la spiritualité, tout ça, vont être très à l'aise, en fait, d'une foi qui se questionne, qui doute, tout ça, parce que c'est l'exercice aussi. C'est l'exercice spirituel qui incite à pousser la recherche, puis tout ça. Donc oui, ça m'émeut que tu parles, toi aussi, de la littérature comme une religion. Peut-être parce que tu as été élevé par les sœurs comme moi, jusqu'à un certain point. On a ça en commun aussi. Les mêmes années, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, moi, ce que je comprends aussi ou ce que j'ai compris d'abord de la religion, ou ce que j'en ai fait aussi, c'était une expérience narrative très forte. J'étais passionné par les histoires, en fait, qu'on nous racontait. Et je pense que j'étais trop jeune pour comprendre à quoi ces histoires servent aussi, tu sais. Et tu sais, elles nous servent à tenir le coup, en fait, devant les épreuves. Elles nous servent à pas se désespérer devant les choses qu'on ne comprend pas et tout. Et donc oui, la littérature, et jusqu'à un certain point, peut être associé à une religion parce qu'il y a un corps de texte, un corpus. Hein, donc, il y a un corps de texte, il y a des figures. Je ne sais pas si cette amie à qui tu fais référence, c'est celle que je pense, mais il y a des martyrs aussi dans ces religions-là et tout. Ouais. Et donc, mais je pense que c'est le livre aussi où j'arrête de croire en la littérature. C'est-à-dire, c'est le livre qui s'écrit si difficilement parce que c'est un livre aussi où il y a une incroyance en la littérature, parce que la littérature ne sauve pas les gens. Ben non. Tu sais, où en fait, tu comprends? Donc, oui. il y a tout ça. Donc, si tout à coup, la partie qui était plus difficile, parce que là, peut-être que vous le sentez, là, mais tu sais, il y a un petit syndrome du Messie qui me, qui me travaillait moi aussi. Tu sais, pendant longtemps, c'était, OK, oui, la vie n'est pas simple, c'est pas facile, mais la littérature va me sauver, la littérature va m'upgrader, là, comme un Pokémon, là, je vais évoluer, là, puis je vais arriver là, au stage 1, là, puis au stage 2, puis là, tu es comme non, j'y crois plus à ça, dans le fond, donc moi, je suis très mortel aussi. Qu'est-ce qui va te sauver, tu penses? C'est tes enfants?
C'est ta famille, Non, c'est ta c'est pas mes enfants qui vont me sauver. Ça, je te garantis que c'est pas ça. Ils sont en train de le tuer, Ils sont en ils vont train de avoir sa ils vont m'achever, c'est le contraire. C'est effrayant. mais tu sais, Claudia, je pense que... Tu sais, je pense qu'on peut pas être sauvé. Tu sais, c'est aussi ça. Puis je pense qu'en fait, ce qui nous sauve peut-être, puis ce qui nous permet de faire une expérience de mortel, c'est d'être conscient. Je viens de croiser un ami écrivain là, qui est éprouvé par une grave, très, très grave maladie, tu sais, avec une perspective pas nécessairement heureuse et tout, et puis qui me parlait de sa mort avec une franchise bouleversante. Et puis en même temps, notre conversation, c'était aussi une conversation de vivant. Et c'était d'être vivant, ça. Alors, pour ça, genre, je sais pas si... Moi, je viens du Moyen-Orient, mais si je me dirige lentement vers l'Orient, là, tu sais, l'Extrême-Orient, mais tu sais, d'arriver à me reconnecter sur des savoirs qui sont issus de cultures comme... qui pratiquent des formes de Tao, de Zen ou de bouddhisme, tout ça, puis de revenir dans une espèce de temps présent, puis de capacité à prendre acte de notre valeur, là, tu sais, comme... assez matériel puis assez fugace. Là, c'est de là qu'elle vient ta sagesse, parce que tu as une grande sagesse, mais en même temps, tu es torturé aussi. Moi, je me sens pas stressage, là, honnêtement. Là, Mais moi, à t'écouter, puis je suis sûre que les étudiants là, qui sont là, on t'écoute très longtemps. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse quand on écoute quelqu'un, puis on a envie d'apprendre. Puis, ton discours nous élève beaucoup. T'sais. Profondément. Puis je pense que les écrivaines et les écrivains doivent faire ça aussi, nous élever. Sinon, à quoi bon? Mais il y a aussi le côté que tu es torturé, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui te triture les tripes en permanence. Oui, au sens propre et figuré, parce que le mal de ventre, dans le fond, est un thème récurrent dans tous mes livres, mais dans ce livre-là, c'est exploré de façon peut-être plus extensive. Je sais pas, c'est pas... je me sens pas sage du tout, mais tout à l'heure, j'ai un de mes étudiants, justement, parce que je suis prof aussi, qui est venu me voir, puis j'étais assez fier de ma dédicace. Je lui ai dit, tu sais, comme... j'ai le plaisir de vous enseigner, donc d'apprendre de vous, tu sais. Puis, tu sais, j'y crois ça, vraiment. Tu sais que... Ben oui. Puis c'était pas comme ça au début. Tu sais, au début, t'es plus, tu veux plus être en contrôle. Mais t'es plus collé à tes étudiants en âge aussi. Ouais. Donc, tu as moins à apprendre en ce sens-là. C'est ça. Parce que là, tu transmets à des générations plus jeunes, mais tu apprends de ces générations-là. En tout cas, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des plus jeunes. C'est ça. Mais je suis sûr que M. Turbide serait d'accord avec moi. C'est-à-dire que, justement, on apprend beaucoup dans ce regard-là que les étudiants posent sur nous aussi. Tu sais, le livre commence par « Yeux bleus, je te vois », tu sais, « Je vous vois ». Tu sais, donc, qu'est-ce que c'est de regarder dans le regard de l'autre puis de voir la manière dont il nous regarde. Puis il y a une grande responsabilité qui vient avec ça quand on vient voir puis on dit « Est-ce que vous voulez signer mon livre? Vous êtes un écrivain que j'ai lu ou que j'ai envie de lire. Ou prof, est-ce que vous pouvez me répondre à ma question? Ou papa, est-ce que tu peux me dire comment je vais me sortir de ce pétrin-là? » C'est fort ce qui se passe dans ces yeux-là. Puis ça vient avec une responsabilité qui est une humilité aussi, tu sais, d'être celui qui dit « Écoute, je ne le sais pas tout à fait, mais je peux te faire part de ce que je pense. » Mais c'est Yvon Rivard... qui est justement, tu sais, comme pour moi, un grand prof, un prof de littérature. Un grand sage. C'est ça, un grand écrivain. Oui, c'est ça. Il dit le professeur sait peu de choses, mais il a payé le prix de ce qu'il sait. Je trouve ça très beau. Ah oui. Donc, il y a aussi le fait de... C'est ça qui est beau, par contre, de vieillir, c'est que on en a reçu des baffes. Il faut que ça serve. C'est ça, exact. Et ça. donc, il y a quelque chose aussi de rassurant de pouvoir dire à la personne qui reçoit une baffe pour une première fois, de dire, regarde, tu sais, c'est pas la première, c'est pas la dernière, ou c'est peut-être la première, mais c'est pas la dernière. Puis, dans le fond, on se relève, puis tout ça. Donc de montrer ce Alain Farah-là éprouvé, dans le sens par ses angoisses, par la maladie, par la mort, mais d'être toujours là, parce que moi, j'ai vraiment cru que Mille secrets, c'était le livre qui allait m'achever aussi, tu sais, au sens où je n'allais pas être capable d'arriver au bout de l'aventure. Tu sais, je le trouvais trop dur à écrire. C'est trop dur de gérer une journée en 500 pages, trop dur de gérer mes personnages, trop dur de gérer ma temporalité. Puis, 1001 fois, j'ai été mis devant mes limites, en fait. Puis, dans le fond, là,
il est là, il est devant moi. Et Je suis le avec toi à en lecteur ne parler. le sent absolument pas. Et c'est là toute la réussite de cette œuvre-là, c'est que le lecteur ne sent pas la souffrance imposée par la création. On sent pas la forme travaillée ou c'est pas appuyé du Ouais. tout. Tu sais. Ben, c'était ça, il était là le travail. Tu sais. C'est comme comment je te dirais, c'est comme faire un tour de magie, là, tu sais, mais tu sais, comme se blesser le dos là, tu sais, en faisant disparaître l'affaire. Là, tu sais. Tu sais, c'est que là, d'un coup, comme ça a disparu, ou tu sais, il y a un lapin qui sort du chapeau, mais dans le fond, ça a pris tellement de temps à arriver à avoir la bonne chorégraphie, puis d'arriver à avoir la bonne fluidité pour que ça se passe sans qu'on s'en rende compte, tu sais. Mais moi, Ouais, je on voit sais pas en les arrière, là, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, c'est des ficelles dans lesquelles je me suis emmêlé pas mal, là. Hmm. Est-ce que tu dirais que tu es plus un nostalgique ou un mélancolique? Parce on sent ça, là, c'est porté par ce fil-là. Moi, j'ai l'impression il y a de la nostalgie puis il y a de la mélancolie. Mais ça, c'est dans ton œil. C'est là présent tout le temps. Est-ce que tu es plus un ou l'autre ou les deux? En tout cas, consciemment, j'aurais tendance à dire que je suis beaucoup plus mélancolique que nostalgique parce que la nostalgie, elle part du principe que dans le fond, on voudrait retrouver le passé. Donc moi, mon passé, c'est la chose qui me fait le plus peur. Tu sais, puis j'ai très, très peur de mon passé, puis j'ai peur qu'il revienne, puis il revient tout le temps. Tu sais, Mais il revient parce que tu écris dessus aussi. Oui, mais avant d'écrire dessus, il revient parce qu'il m'envahit. Il nous Là, tu sais, rattrape. c'est ça, tu sais, comme il passe pas. Tu sais, un passé qui passe pas. Tu sais, il y a le mot d'impassé que j'emprunte au psychanalyste Dominique Scarfonet, tu sais, comme quelque chose qui est impassé, hein, qui est une sorte qui nous empêche d'avancer. Là. C'est une impasse. Là. Et donc, il revient pas tant parce que, en fait, écrire me permet de le faire finalement passer. Mais autrement, il est là, tu sais, donc c'est pas de la nostalgie. Moi, je m'en passerais vraiment de mes vieux souvenirs. En même temps, s'ils sont... Tu sais, moi, je marche là, dans la ville, là, puis c'est un livre qui est très habité par la ville, tu sais, puis là, chaque coin de rue me rappelle, puis j'ai une mémoire phénoménale, tu sais, puis ça me fatigue d'avoir une mémoire de même, là, tu sais. Pourquoi? Hein? Vous êtes Parce que plusieurs j'oublie écrivains à rien. avoir ça. J'oublie jamais rien. Fait que tu sais, comme... fait que, tu sais, chaque coin de rue, il y a un truc, je me rappelle que si, puis tel truc en 94, puis tel truc en 89, puis tel... Fait que, tu sais, t'es hanté par tout ça, puis tu voudrais que ça passe, tu sais, mais ça passe pas parce que tu es accroché à tout ça, parce que parce qu'il y a quelque chose que tu cherches aussi. Puis c'est un peu peut-être fucké ce que je veux dire, mais c'est peut-être que ce que tu cherches, en fait, c'est un espace pour finalement le souffrir, ce passé-là, tu sais, pour pouvoir l'éprouver enfin, tu sais, de pas juste... Tu sais, comme avoir été une forme de figurant dans ta propre histoire. Puis je parle de la petite enfance aussi, tu sais, de l'enfant qui n'est pas capable, en fait, d'éprouver ce qu'il vit. Parce que c'est trop fort. Tu sais, c'est trop fort de voir du monde, tu sais, s'entretuer. C'est trop fort de dire tout va s'effondrer autour de moi. C'est trop fort tu sais, la guerre, tout ça. Tu sais, c'est des choses qui sont tellement grandes qu'ils sont, tu sais, comme... C'est pas capable d'être processé dans un sens, tu sais. Puis donc, c'est pour ça que ça passe pas. Parce qu'il y a comme un moment donné où il va falloir être assez fort pour en faire l'épreuve de cette souffrance qui est en réserve. Puis en faire l'épreuve, écrire dessus, puis tout ça, c'est finalement laisser les choses partir. Fait que très mélancolique. Oui, mais c'est pour ça qu'on aime ça autant te lire, je pense, en partie en tout cas. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu vis les choses pour pouvoir les écrire un jour? Te mets-tu dans des situations... Parce que je pensais à ça parce que je fais toujours ça, non. C'est parce qu'à l'Oratoire Saint-Joseph, se marier, c'est parce qu'il faut écrire là-dessus un jour. Tu sais, on veut écrire là-dessus. Pourquoi l'Oratoire? Ça donne des vilaines idées aux gens, là. mais si je trouve que tu nommes quelque chose qui a à voir avec le genre d'écrivain que j'espère être, c'est-à-dire de parler de la vie. Tu sais? De parler de la vie dans ce qu'elle a de tellement surprenant, de tellement fort, de tellement brutal, de tellement imprévisible, tout ça, tu sais. Fait que, dans un sens, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à me mettre dans des drôles de situations parce que je sais que quelque chose va arriver. Puis que ce quelque chose-là qui va arriver va être après le fun à raconter, mais il va être le fun à raconter parce que ça va être un moment de vie. C'est que, je veux dire un truc grave, mais, tu sais, comme, c'est pas tous les vivants qui sont en vie.
Puis c'est pas tous les vivants qui ont ce privilège-là aussi. Parce que, je veux dire, moi, je regarde la vie, mettons, juste de mes parents, puis ça n'a pas été évident. C'était une vie de survie quand je parlais de la guerre que mes parents ont connue, les guerres que mes parents ont connues, l'arrivée ici dans un pays de froid, d'adversité, tout ça, le fait d'être étranger après 40 ans, etc. Toutes ces épreuves-là qui ont à voir avec l'immigration et tout, puis que je suis sûr que des gens dans la salle peut-être connaissent, puis rencontrent, puis tout ça, c'est des épreuves qui nous malmènent. C'est des épreuves qui... Donc oui, on n'a pas le temps. On a la mémoire ancestrale, on porte les deuils de nos parents, puis leurs frustrations, puis on les porte avec nous. Exact, puis on ne sait pas trop comment, puis pourquoi on marche comme ça. Moi, on me dit, tu marches comme ton grand-père, je n'ai jamais connu. Il est mort au Caire en X ans. Vous comprenez? Il y a des choses comme ça. Mais donc parfois, on ne peut pas vivre sa vie. C'est-à-dire, et une condition qui fait qu'on ne peut pas vivre sa vie, c'est la condition de survie pour commencer. Alors moi, je suis là, justement, dites un sage, pas un sage. Mes parents m'ont donné le cadeau de naître ici, d'aller dans les bonnes écoles, de pouvoir. Mais je me rappelle de Dany Laferrière qui racontait comment voulez-vous que j'écrive mes premiers livres si je suis en train de faire du taxi, puis si je suis en train d'essayer de joindre les deux bouts pour ma famille, puis ci, puis ça. Donc, pour moi, il y a une responsabilité de celui qui a le temps de vivre, de donner aussi de la vie dans ses livres. Parce qu'il y a plein de livres qui sont morts-vivants. Il y a plein de livres écrits par des robots. Il y a plein de gens qui peuvent juste vivre une vie de robot. Fait que pour moi, il y a une responsabilité là. Comme il y a une responsabilité dans le geste même de l'écriture, de rendre hommage à ceux qui ont inventé ça, qui nous ont donné ces outils-là et tout. Comme ceux qui étaient... c'est mon ami Gilles Desjardins, l'écrivain pour la télévision à qui on doit Les Pays d'en haut, tout ça, et plein de belles choses, mensonges, Musée Éden, qui me dit tout le temps, Alain, oublie jamais la responsabilité que tu as. Le A que tu utilises, si tu le vires à l'envers, c'est une tête de taureau, puis il y a quelqu'un au fond d'une caverne qui l'a d'abord peint sur un mur, puis ça. Puis moi, ça me passionne de penser aussi à notre responsabilité. Donc, depuis l'Antiquité. Mais c'est ça, c'est drôle parce que Marie-Louise Arsenault de l'émission Plus on est de fou, plus on lit demandait ça aujourd'hui à des écrivains. Est-ce que vous avez une responsabilité? C'est quoi votre responsabilité? C'est quoi votre rôle comme écrivaine ou écrivain? Puis il y avait vraiment des opinions partagées par rapport à ça. Puis toi, tu considères qu'il y a une responsabilité quand on a ce pouvoir-là d'écrire et de transmettre? Bien, plus largement, il y a une responsabilité quand on est privilégié. Ça, oui. De prendre acte déjà de nos privilèges, mais ensuite de dénoncer les propres points aveugles qui sont les nôtres souvent, de ne pas se rendre compte que justement, c'est pas tout le monde qui peut... qui peut même arriver au Salon du Livre ou qui peut être là ou qui peut acheter un livre à 32,95 puis ci, puis ça. Comme il y a un moment donné où la responsabilité, pour moi, elle se passe d'abord au niveau humain. Puis après, qu'est-ce que l'être humain qui est vivant puis qui est un être humain, pas un robot, dans le livre qu'il veut écrire, qui est un livre de vivant puis pas un robot, va faire. Puis pour moi, ça se passe de plein de manières, mais ça se passe aussi dans un rapport à l'exigence. De prendre le temps de faire les choses bien. Après, on peut aimer, pas aimer, on peut dire c'est de la merde ce que tu fais ou quoi que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai pas peur de ça parce que moi, je sais où je suis allé avec ça, puis au bout de quoi je suis allé. Puis là, c'est fini. Il est fini. Moi, je rentre chez moi tantôt, il n'y a rien, il n'y a pas une page d'écrite. Ça recommence là, pour moi. Là. Tu comprends? Il y a pas. Comme ces affaires-là, ils existent, comme on va les placer en bibliothèque, puis ça, mais moi, j'en ai pas de livres, là. Comme il va falloir recommencer. Ça veut dire qu'il va falloir être exigeant dans ce qu'il va falloir apprendre, puis dans ce qu'il va falloir... Donc, s'il y en avait plus qui avaient ce même regard sur la littérature que toi, on aurait beaucoup de bons livres. On en aurait moins, en tout cas. Ah, ben ça, on en aurait moins parce que, dans un sens... Je garantis, oui. Non, mais parce que, moi, je regarde juste en termes de temps. Qu'est-ce que ça demande, comme d'écrire un livre, puis de le laisser faire, mijoter, faire son travail, puis tout ça. Mais c'est contre-intuitif. Un privilège que j'ai, moi, c'est de gagner ma vie en enseignant, pas en écrivant. C'est un choix que j'ai fait très tôt, quand j'ai vu les ventes de mon premier livre. J'ai fait, c'est comme... c'est que je peux pas payer une épicerie avec ça, là, Non. Donc, je me suis dit, non, il va falloir que tu choisisses un autre chemin pour, justement, que ce qui compte soit fait dans un désintéressement absolu.
sais, comme, il n'y a personne qui peut me dire « Ah, faut que ça sorte, faut pas que ça sorte. » Puis je suis soutenu par mon éditeur, tout ça, qui dit « Tu prends ton temps, tu sais. Tu prends ton temps, puis à la fin, ça va être encore mieux. » C'est grandiose à la fin, puis c'est ce que j'entends partout depuis la parution de ce livre-là qui s'intitule « 1000 secrets, 1000 dangers ». Tu vas retourner à ton stand qui est vraiment pas loin, là, au Cartanier. Ouais, 15-13, je pense. Vous allez pouvoir aller le voir. Ouais. Demain, vendredi, Alain sera en signature de 18h30 à 19h30, samedi de 14h à 16h et dimanche de 13 à 15h aussi. C'était vraiment un plaisir. On n'a même pas eu le temps de lire d'extrait, alors vous allez devoir l'acheter, ce livre-là, si vous voulez avoir une idée de ce dont il est question, puis de la beauté, la splendeur de cette histoire-là. C'était vraiment un plaisir. Ça Merci, va trop vite, Claudia. comme d'habitude. On va poursuivre ça au téléphone. Yes. Danseuse, hein? Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.